Bonsoir à tous. Je suis étonnée que tu ne m'aies pas fait le jeu de mots Aude-le-Noir. Je viens parler d'éclairage public et souvent mon nom est associé de façon assez évidente au sujet. J'ai le plaisir de venir échanger avec vous sur ce qui s'est passé dans le Puy-de-Dôme, dont vous n'avez certainement pas entendu parler. C'est que ça s'est bien passé. Donc c'est un sujet, l'éclairage public, qui nous tient à cœur depuis plus de 3 ans maintenant. Fort des constats qui sont les mêmes que ce que vous avez pu voir ce soir. Et donc du coup, je viens avec ma valise et toutes les expériences communes qu'on a pu avoir avec nos adhérents, collectivités locales, et puis avec tout ce que les élus d'ici et de là ont finalement fait remonter aussi comme bonne pratique. Et puis ça nous permet d'avoir finalement un petit schéma de réflexion sur ce sujet-là. Je me balade. Merci. Alors, juste l'ADUM, ce serait bien inutile de vous dire ce que veut dire ADUM. C'est une agence locale de l'énergie, au même titre que Quercy Énergie. Donc on a été créé maintenant il y a 18 ans, avec les objectifs similaires de maîtrise des consommations d'énergie d'un territoire, limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, limitation des émissions de CO2. On a la particularité d'avoir des membres qui sont essentiellement des collectivités locales, communes, intercommunalités. Vous avez ici la liste des différents collèges, avec évidemment, comme toute agence locale, neutralité, objectivité, indépendance, pour essayer d'avoir un discours, on va dire, le plus posé et le plus complet possible. Voici en gros le département du Puy-de-Dôme et les différents types d'adhérents. On a soit des communes qui adhèrent, soit des intercommunalités qui adhèrent pour elles et les communes de leur territoire. Ça permet d'avoir une logique d'intervention, surtout quand on parle d'éclairage public, quand on travaille d'un côté du pont et pas de l'autre. Souvent, c'est pas forcément coordonné au niveau ne serait-ce que de la limitation de la pollution lumineuse. Et puis, on a aussi des intercommunalités qui sont présentes, qui adhèrent pour leur seul patrimoine intercommunal. On a, dans le Puy-de-Dôme, une spécificité, alors sans vouloir absolument nous comparer avec le Lot, qui est un département magnifique que j'ai déjà parcouru. On a la ville-centre Clermont-Ferrand, et puis de chaque côté, de part et d'autre, on a 2 parcs naturels régionaux qui sont le Livradois-Forez à droite et les Volcans à gauche. Ce qui fait qu'on a une concentration urbaine vraiment au milieu, là, sur la plaine de la Limagne. Et de part et d'autre, on se retrouve tout de suite au milieu de la neige, au milieu des sapins, au milieu de la partie beaucoup plus rurale du territoire. Donc évidemment, quand on regarde ça du point de vue de la pollution lumineuse, c'est une carte qui a été réalisée par l'ANPCEN, qui travaille sur ces questions de pollution lumineuse. Là où c'est rouge, c'est là où il y a beaucoup d'éclairage la nuit. Et là où c'est noir, c'est là où il n'y a quasiment pas de pollution lumineuse vue du ciel. Donc voilà notre beau département avec une certaine densité, 470 communes, 42 intercommunalités et nos 2 parcs naturels dont je vous ai déjà parlé. Alors nous aussi, au début, on s'est posé donc ces mêmes questions. Voici les chiffres qui finalement sont concordants avec ceux de Julien. On a commencé à défricher, à regarder le profil énergétique de nos collectivités, se poser la question de savoir par quoi il fallait commencer. Et je vous avoue bien qu'en tant que thermicien, le bâtiment c'est un petit peu notre entrée en matière, quand on voit ces schémas-là, on se dit qu'on ne peut pas laisser de côté l'éclairage public parce que ça fait partie du profil de consommation d'énergie de nos collectivités. Alors on a la particularité du gaz naturel, qui est finalement la partie thermique d'usage de l'énergie chez nous. Les collectivités sont souvent chauffées au gaz. Et pour le reste, ELEC pour l'éclairage public, donc EP, et pour les bâtiments, c'est 50% des consommations de nos collectivités. Et quand on regarde bien évidemment cette répartition du point de vue budgétaire, c'est le graphique du bas, l'électricité occupe une grosse partie des dépenses de nos collectivités parce que, évidemment, elle coûte plus cher que le gaz naturel. Donc, en grosse maille, on a ce type de référence qu'on donne à nos collectivités, ça c'était avant, 100 kWh par habitant par an, 10 € par habitant et par an en moyenne, pour le seul poste de l'achat d'électricité et d'éclairage public. Et donc les mêmes chiffres que tout à l'heure en répartition des consommations et du budget. Évidemment, ces charges ont évolué, et c'est ce qui a notamment lancé un petit peu la manœuvre sur le Puy-de-Dôme. L'évolution des coûts de l'énergie, je vous passerai la lecture de tous les chiffres. Grosso modo, le bilan est le même partout. L'énergie va coûter de plus en plus cher et ça ne va pas s'arrêter là. Alors, pourquoi ça va coûter plus cher? Julien vous en a parlé, donc je vais passer très vite. C'est parce qu'on a cette caractéristique liée au fait qu'on ne produit pas l'électricité là où on la consomme. Et du coup, ça coûte très cher de la transporter
Et finalement, ce qui reste à négocier, c'est la partie consommation. Vous avez un schéma rapide ici, 30% le réseau, donc c'est le coût du transport. Toutes les couleurs qui sont à gauche, ce sont les taxes. Et les 36,3% qui restent, c'est le coût réel de l'électricité. Donc on s'aperçoit qu'on a une charge fixe sur le coût de l'éclairage public, notamment, qui est importante. Et ce qu'on sait aujourd'hui en France, c'est qu'on est nucléarisé et que pour entretenir ce parc, il va falloir remettre de l'argent sur la table. Et pour pouvoir entretenir également les réseaux, il va falloir à nouveau également mettre de l'argent sur la table. Donc tout ça conduit la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, à annoncer nécessairement des augmentations importantes des coûts de l'électricité, donc en plus de celles qu'on a déjà connues. Et du coup, ça légitime encore plus nos réflexions et nos actions en matière d'économie de l'énergie et de l'électricité. La CRE annonce pour 2017 des augmentations assez importantes, 30% en moyenne. Alors du coup, voilà, en toile de fond, il y a évidemment des lois, des transpositions de directives européennes. La première d'entre elles, celle qui a le plus marqué le paysage français, c'est cette fameuse loi NOM, donc qui, en gros, a transposé notamment une forte évolution des coûts pour l'électricité, pour l'éclairage public. Pour faire simple, chez vous, vous avez en général, en matière d'électricité, soit des tarifs de base, vous payez toujours le kilowattheure au même prix, soit des heures pleines, heures creuses. Donc quand vous consommez la journée, c'est cher, quand vous consommez la nuit, c'est moins cher. Évidemment parce qu'il y a moins d'appels de puissance la nuit, et que du coup, c'est finalement plus simple de pouvoir consommer à moindre coût, puisque l'énergie est disponible. Et historiquement, l'éclairage public s'est basé sur cette organisation des tarifs, avec notre parc électronucléaire qui produit constamment. On a facilité la dépense d'énergie la nuit, considérant que de toute façon on n'allait pas éteindre, et qu'il fallait donc du coup avoir finalement des portes de sortie pour cette électricité. Donc depuis très longtemps en France, l'éclairage public, le kilowattheure d'éclairage public est payé beaucoup moins cher que le kilowattheure d'électricité dans les bâtiments, ce qui explique en partie l'évolution du nombre de lampes qui ont littéralement fleuri le long des voiries, et ce qui donc jusqu'ici entraînait un déséquilibre en termes de coûts, notamment par rapport à cette projection d'ouverture des marchés européens. Donc la première étape de cette évolution des coûts pour faire ce rattrapage tarifaire, c'est l'évolution des tarifications et des taxes qui jusqu'ici n'étaient pas du tout appliquées de la même façon pour l'éclairage public et qui, à partir du 1er janvier 2011, ont finalement été rattrapées par la patrouille. Donc voilà, différentes taxes, CTA qui, elle, n'a pas bougé, TCFE qui est une taxe qui s'est appliquée nouvellement sur l'éclairage public et qui avant ne s'y appliquait pas, CSPE qui est une taxe qui a augmenté, TVA qui est une taxe qui s'applique sur les autres taxes, donc du coup elle a aussi augmenté, et puis le prix de l'électricité qui lui aussi de façon anticipée a été alourdi. Ce qui fait que, grosso modo, et c'est ça qui a été le réveil matin pour nos collectivités, c'est que l'augmentation du budget énergie des collectivités pour l'éclairage public en un an, il a été de 18% sur l'année 2011 et de 5% en 2012, et en 2013, les augmentations sont similaires. Donc tout ça, évidemment, a commencé à ouvrir un petit peu les réflexions en matière économique, même si la question de l'éclairage public ne se résume évidemment pas uniquement à ça. Alors, au-delà de cette question économique, nous, à la DUM, on a beaucoup d'idées, mais on n'a pas forcément l'expertise pour affirmer des choses. Donc on allait chercher à droite à gauche, via les adhésions de l'ensemble des collectivités qui nous donnent des moyens. On allait chercher des réponses d'experts, et on a notamment travaillé d'une part avec la NPCEN sur la partie pollution lumineuse, mais également avec le CNRS, où on a rencontré quelqu'un d'intéressant, qui à l'époque était doctorant, et donc j'imagine qu'il doit être docteur depuis lors. Il travaillait, monsieur Le Tallec, sur la lumière naturelle et la lumière artificielle. Et ce qui mettait en perspective ce monsieur, c'est que la lumière naturelle était finalement un élément extrêmement structurant de la vie sur Terre. Depuis des millénaires maintenant, on a une alternance nuit-jour, 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 qui explique la structuration de la vie. Il y a des êtres vivants qui se reposent soit la journée, soit la nuit, vivent soit la journée, soit la nuit, mais cette alternance, finalement, est à l'origine de l'organisation du monde vivant, de la biodiversité. Et ce qu'il cherchait à montrer, avec une population spécifique de lémuriens, c'est que finalement, l'arrivée de la lumière artificielle impactait nécessairement ce rythme-là, avec bien évidemment des avantages liés à l'usage même de nos espèces. On a besoin de lumière pour poursuivre nos activités la nuit, pour développer nos activités également, mais la réalité c'est que cette lumière artificielle, évidemment, entraîne une altération des processus naturels et biologiques qu'on constate depuis des millénaires. Alors sans rentrer dans les détails, il est arrivé avec des conclusions qui étaient parfois un petit peu alarmantes.
en montrant que cette lumière artificielle avait évidemment bouleversé les cycles biologiques, et sur notamment la population animale dont on fait partie. La lumière artificielle altère la sécrétion de la mélatonine. Hein, c'est une hormone qui déclenche en fait l'endormissement, donc la mise en veille du corps humain, et donc son repos pour pouvoir recommencer le lendemain un nouveau cycle. Et à cela, les scientifiques ajoutent évidemment des conclusions qui finissent par montrer que cette lumière artificielle a tendance à affaiblir le corps et à entraîner, voire accélérer des maladies. Donc voilà, considérer que la lumière artificielle c'est nouveau pour la vie sur Terre, et qu'en tant qu'être humain, ce côté intrusif a tendance évidemment à avoir des impacts qu'il ne faut pas négliger. Tu veux dire les cycles de ce que je peux dire on ne connaît pas ça. Tous les cycles, tu vas me... Alors, l'ANPCEN, c'est l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui, elle, est entrée par la porte « Je ne vois plus les astres ». Je veux observer les astres, le ciel étoilé qui, depuis la nuit des temps, oriente les populations, hein, les Égyptiens notamment, mais on en parlera certainement mieux que moi après. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette pollution lumineuse qui, quelque part, enlève une certaine partie de l'orientation de l'humanité. Et du coup, ils sont venus également à travailler sur la question de l'éclairage public. Alors, au-delà de cette notion d'impact sur la biodiversité et sur l'homme, évidemment qu'on a, en tant qu'élu local, des textes sur lesquels s'appuyer, qui sont plus ou moins structurés, plus ou moins définis, plus ou moins avec des exceptions, mais il y a quand même des choses. Alors, historiquement, en 1995, il y a la loi Barnier, qui est une loi qui est très intéressante, elle dit des choses très simples, de bon sens, elle dit voilà, principe de précaution. On ne sait pas où ça nous mène de continuer comme ça, ce cercle vicieux. Donc plutôt que de réparer l'irréparable, eh bien, on va essayer de prévenir, donc de limiter au maximum notre impact pour ne pas avoir à essayer de stopper quelque chose qui est parti à toute vitesse. De façon plus récente, la loi Grenelle 2 est le premier texte qui a écrit sur cette pollution lumineuse et qui a instauré ce principe de prévention, réduction et limitation des nuisances lumineuses. Donc on commence à parler de nuisance, pas encore de pollution. Hein, la pollution c'est irréversible, alors que la nuisance on peut la stopper quand on arrête la source. Et puis progressivement, on voit des textes d'application rentrer dans le paysage législatif français, un premier décret qui commence à structurer le volet opérationnel de cette loi, c'est encore très discret, pas très concret. Et puis des premiers décrets et arrêtés qui sont publiés en 2012 et 2013. Julien vous en a parlé. Il contraignent notamment la publicité extérieure, mais il y a beaucoup d'exceptions. On n'est pas encore prêt d'avoir les grosses enseignes publicitaires des gros magasins éteints la nuit, mais bon, les choses commencent à être inscrites. Et puis, plus récemment, il y a maintenant presque 2 ans, on a commencé à parler de la limitation de l'éclairage nocturne, donc des bâtiments publics. Donc on est obligé d'éteindre notamment les vitrines des magasins qui éclairent dehors. On est obligé d'éteindre l'éclairage qui met en valeur le patrimoine, par exemple. Ça, l'État peut le décider, peut l'imposer, mais sur l'éclairage public, c'est encore quelque chose de très éloigné des compétences de l'État. On va revenir là-dessus. Il y a un projet d'arrêté qui va contraindre notamment l'efficience des sources lumineuses, mais pour l'instant, rien d'écrit. Alors, et du coup, la question récurrente, et c'est pour ça que vous m'avez fait venir, c'est que nos élus se sont dit, je comprends bien les contraintes, je comprends bien les enjeux, mais moi, en tant qu'élu, je veux savoir ce que je risque si je modifie le fonctionnement de mon éclairage public. Je veux savoir quelles sont mes responsabilités, je veux savoir ce qu'il va me tomber dessus si jamais je fais quelque chose, et notamment si j'éteins un milieu de nuit. Donc on a fait travailler un monsieur qui s'appelle Joël Talino. Là encore, on n'allait pas s'inventer juriste, hein, c'est pas du tout nos compétences. L'avantage de Maître Talino, c'est qu'il avait plein de casquettes différentes. Élu dans son département, élu au syndicat d'électrification également, donc avec cette vision aussi très compétente sur l'éclairage public. Il a travaillé à l'ADEME sur la partie énergie, et en plus, il était docteur en droit public, donc ce qui avait effectivement le mérite d'avoir une vision assez globale de nos problématiques. Et donc il a fouillé les textes, il a fouillé la jurisprudence, et voici ses conclusions. Alors je vous passe le verbiage juriste, parce que ça a été assez compliqué à lire, mais voilà ce qu'il en ressort. Donc évidemment, c'est le maire. Le maire est responsable de l'éclairage public au titre de son pouvoir de police municipale, hein, la sécurité publique. Donc c'est le maire, même pas le conseil municipal, c'est le maire qui est responsable en matière d'éclairage public. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fondement d'un droit à l'éclairage public. Aucun citoyen ne peut
affirmer avoir un droit à l'éclairage public, ni demander d'avoir devant son portail une lampe pour éclairer sa porte. Il n'y a aucune obligation d'éclairer dans les textes de loi. Alors, ce qui veut dire qu'il faut quand même expliquer ça, comprendre ça. En fait, ce qu'on comprend à travers la lecture de ces textes, c'est que l'éclairage public participe à la sécurisation des voiries, donc du déplacement, des usagers, etc. Mais il n'est pas le seul moyen qui permet d'assurer la sécurité sur les voies publiques. D'autres moyens existent, comme la signalisation, comme l'entretien des voiries, comme la responsabilité du conducteur, qui, si possible, conduit sans alcool dans le sang. Donc voilà, l'éclairage public est un des moyens qui est donné au maire pour exercer son pouvoir de police. Mais c'est loin d'être le seul. Et du coup, eh bien, il ne peut pas être établi de responsabilité du maire s'il y arrive un sinistre, pour la seule raison d'un éclairage public qui serait éteint. La seule fois où Maître Talino nous a alertés, c'est sur un manque d'entretien de l'éclairage public. Donc s'il devait y avoir d'éclairage public et qu'il n'a pas été entretenu, donc par exemple le mât d'éclairage est éteint parce qu'il est en panne et qu'il n'a pas été rénové, et bien là il peut y avoir effectivement une problématique. Par contre, si, admettons, la collectivité a un éclairage public de qualité bien entretenu et qu'à un horaire bien précis, écrit dans un arrêté, la commune a décidé d'éteindre, alors il est normal que l'éclairage public soit éteint et il y a d'autres moyens d'assurer la sécurité et le déplacement des usagers. Alors, ça passe par ce qu'on est en train de faire ce soir, ça passe par la concertation d'information. Ça veut dire qu'il a été noté par Maître Talino que plus les élus communiquaient en direction des usagers, plus l'information avait effectivement des chances de bien passer, et plus finalement l'organisation nouvelle de l'éclairage public était adoptée. Alors, réflexion sur la sécurité. Donc on a vu passer plein de choses en 3 ans, évidemment. Et évidemment, on a toujours cet usager mystère, quelque part derrière soi, celui qui se plaint pour tout et pour rien, qu'on sort un petit peu eh bien, sur des sujets polémiques comme celui-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 choses différentes. Il y a le sentiment d'insécurité et il y a l'insécurité réelle. Et souvent, finalement, ce qui ressort des inquiétudes des usagers, c'est le sentiment d'insécurité parce que eh ben, on est des animaux qui sont diurnes et pas nocturnes, donc on n'est pas équipés pour voir la nuit. Et c'est logique d'avoir cette peur du noir, même s'il n'y a pas forcément de l'insécurité réelle dans la rue. Et ce qui finalement est ressorti très souvent, c'est que c'est un maire d'une commune, dans sa voiture la nuit, qui circulait sur les voiries de sa commune, il voulait voir ce que ça faisait d'éteint, donc il était dans sa voiture à 3h du matin. Il disait, mais finalement, le délinquant tout autant plus âgé a besoin de la lumière pour être délinquant. Donc finalement, quand on éteint, eh bien, on s'aperçoit que la ville est calme. Et on s'aperçoit que les attroupements qu'on pouvait avoir ici ou là parce qu'il y avait un banc et un lampadaire, eh bien, on les a plus. Parce qu'on ne peut pas se réunir quand il n'y a pas de lumière. Et donc, c'est l'exemple de la mairie d'Aulnat, le maire Didier Laville, qui a parcouru, sillonné sa commune pendant quelques semaines après la mise en route de l'extinction Mille et une nuits, qui s'est aperçu avec la police municipale, ZPN, Zone Police Nationale, qui avait beaucoup moins d'actes de délinquance. C'est le cas aussi de Pont-du-Château qui, elle, a choisi de mettre en place des radars pédagogiques. Donc en gros, elle voulait voir comment réagissaient les conducteurs à l'extinction de l'éclairage public. Et donc elle a mis ces radars en période d'allumage et elle les a maintenus en période d'extinction. Et en fait, elle s'est aperçue ce qu'on sait tous en fait, c'est que quand c'est éteint, eh ben, on roule de façon beaucoup plus prudente, en ville comme en campagne. Et donc les conducteurs sont plus prudents. Et puis on a d'autres communes qui n'ont pas forcément toutes une pratique similaire de l'éclairage public. Comte d'Auvergne est une grosse collectivité du Puy-de-Dôme, c'est 20 000 habitants. Ils n'ont pas encore passé le cap de l'extinction, mais par contre ils avaient un superbe nouveau bâtiment, un bâtiment de concert où il y avait souvent des rassemblements avec des beaux lampadaires sur la place juste devant. Et malheureusement des dégradations la nuit parce que c'était des rassemblements de groupes de jeunes. Et ils ont éteint devant le bâtiment et il n'y a plus de rassemblement, il n'y a plus de dégradation. Voilà. Et puis la Bourboule, qui est connue pour son tourisme et son thermalisme. Non, je ne vois pas réagir, mais la commune de la Bourboule éteint dans le Puy-de-Dôme. Elle éteint avec son rayonnement touristique. C'est une commune qui avait énormément d'éclairage public parce qu'évidemment, c'est très vivant comme commune la nuit. Donc c'est une facture de 100 000 € par an, grosso modo l'éclairage public. Elle a éteint, elle a économisé 40 000 € cette année. Le bilan est d'hier, c'est mon collègue qui l'a fait. Donc c'est cumulable, voilà. Alors, grosso modo, on en parle depuis tout à l'heure, en matière d'éclairage public, il n'y a pas de... Comment dire,
Il n'y a pas de posture jusqu'au boutiste à avoir. Néanmoins, il y a une logique qu'on connaît pour nos bâtiments, et en tant que thermicienne, j'y tiens. La première démarche, c'est de consommer moins, évidemment. Ensuite, consommer mieux, donc avoir des luminaires efficaces, parce que l'éclairage public a une fonction. Donc autant la rendre la plus efficiente possible quand on en a besoin, et puis si possible, évidemment, favoriser d'autres types de production d'énergie électrique, si possible, localement. Mais ça s'applique également sur l'éclairage public. Donc voici notre carte du département du Puy-de-Dôme après les élections municipales. Ça aussi, ça a été une période un peu transitoire qu'on a passée avec les nouveaux élus. En tout état de cause, voici, en juin 2014, notre carte du Puy-de-Dôme, 153 collectivités recensées. Alors, il y en a plein qui le font historiquement sans forcément avoir levé la main pour nous le dire. Juste au-dessus dans l'Allier, ils l'ont toujours fait. Ils éteignent la nuit depuis l'électrification du département. Donc nous, c'est en gros 150 communes, c'est quasiment un tiers des habitants du département qui habitent dans des communes qui sont éteintes la nuit. Et c'est 700 000 € par an d'économie sur les factures globales d'électricité de nos communes. Donc c'est pas négligeable. Et puis vous allez voir, on a des communes de toute taille. La plus grande qui est éteint, elle fait 12 000 habitants. C'est Pont-du-Château. Alors, celle en bleu, c'est parce que jaune et bleu, c'est la SM. Non, celles en bleu, ce sont celles qui ont basculé avec les élections. Donc elles éteignaient avant, et la nouvelle municipalité a choisi de temporiser et de regarder, d'observer ce qui se passait. Donc Ambert, la sous-préfecture, le plus en bas à droite, qui finalement rééteint. Ça c'est toujours un petit peu, ça c'est un peu compliqué, allumer, éteindre, le changement, il ne faut pas trop le faire souvent, mais bon, ils ont remis en route et puis ils ont rééteint. Vous avez en bleu au-dessus de Clermont-Ferrand, donc plutôt au centre, c'est la ville de Gerzat, qui elle aussi a choisi de mettre en stand-by l'extinction. Et puis de mettre l'accent sur l'investissement. Donc ils vont essayer de travailler sur la variation de puissance. Et puis la petite en bleu en bas, c'est Beaumont, mine de rien, c'est quand même 11 000 habitants. Là, pareil, les communes, les élus ont choisi de rallumer, la municipalité a changé, et de travailler à fond sur les investissements en matière d'éclairage public. Bon, c'est aussi des réflexions qui doivent faire leur cheminement. On s'aperçoit que c'est nécessaire de discuter de tout ça. Et quand on a des nouvelles municipalités dans le Puy-de-Dôme, j'imagine comme ailleurs, ce sont des nouveaux élus qui doivent évidemment creuser ces sujets. Et avant de pouvoir comprendre le cheminement qui a été celui de ceux d'avant, parfois il faut repasser par des périodes de rallumage. Alors on a eu évidemment des communes qui ont eu parfois besoin de se serrer les coudes. Donc on a fait un gros travail de mobilisation avec la rédaction d'une charte d'engagement. L'objectif, c'était de se dire entre élus, écoutez, si on y arrive tous ensemble et qu'on le dit, ce sera plus facile à entendre et à comprendre que si chacun dans notre coin, on communique. Et donc voilà, les élus que vous voyez ici, avec ERDF, avec le syndicat, se sont tous mobilisés un soir pour parler des raisons pour lesquelles ils avaient et ils maintenaient l'extinction en milieu de vie de leur éclairage public. C'était une façon aussi de clouer le bec à des mauvaises pratiques, des vilaines pratiques qu'on avait vues débarquer de petits malins par exemple qui s'amusaient à ouvrir les bouches d'égout à Ambert la nuit, ou voilà, des petits jeux qui finalement décrédibilisaient l'action et qui étaient finalement que là pour perturber un petit peu la réflexion des collectivités. Alors du coup voici la méthodologie qui a été un peu éprouvée sur le Puy-de-Dôme et qui donne on va dire un ordre de bataille pour essayer de réfléchir en complément de ce que vous avez déjà entendu. Évidemment, au départ, il faut savoir ce qu'on peut faire. Ça a été évidemment pour nos collectivités le point d'entrée. Avec, donc nous c'est un syndicat, le SIEC 63. Les communes, la grande majorité d'entre elles adhèrent au syndicat pour la compétence éclairage public et du coup bénéficient d'une lecture extrêmement précise de l'état de leurs lampes, de leurs organes, de leur réseau. Et donc il est facile pour elles, même si elles sont nombreuses et que le syndicat répond les uns aux demandes les unes après les autres, il est facile de savoir pour elles ce qu'elles ont dans leurs armoires de commande, ce qu'elles peuvent faire avec, et du coup, dans quelle mesure elles peuvent faire évoluer l'organisation de leur éclairage public. Ça, c'est la condition sine qua non. S'il n'y a pas d'interrupteur ou s'il n'y a pas de système qui permet de façon intelligente d'organiser l'extinction, on ne sait pas où on va. Après, évidemment, la question de l'organisation spatiale se pose. En matière d'extinction, est-ce qu'on éteint partout? Est-ce qu'on éteint uniquement les hameaux? Est-ce qu'on éteint, est-ce qu'on laisse allumer le bourg parce que on ne sait jamais?
Est-ce qu'on laisse allumer la départementale qui traverse la commune au milieu, où il y a juste les voitures qui passent la nuit? Donc tout ça fait l'objet de réflexions qui sont à adapter. Toutes les communes ne se ressemblent pas en matière d'urbanisme, en matière de, on va dire, de spécificité urbanistique. Mais au final, si on doit avoir une lecture un peu intelligente du sujet, j'allais vous dire que vous avez toujours des problèmes de clocher, de celui qui est dans la zone qui est éteinte et de celui qui est dans la zone qui n'est pas éteinte. Et donc généralement, quand on est homogène, on a souvent beaucoup plus de, on va dire, d'accords de principe sur cette évolution de la gestion de l'éclairage public. Évidemment que la question temporelle se pose aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme période d'exception? Est-ce qu'on fait de la saisonnalité? Donc en gros, est-ce qu'on imagine que l'été, quand on a très peu besoin d'éclairage public, on peut s'en passer? On a des communes qui ont essayé chez nous, prudemment. En Bretagne, elles sont, pour certaines, toutes éteintes en été. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'allumer à 23h pour allumer à 4h du matin, ça n'a pas de sens. On a des communes dans le Puy-de-Dôme qui, elles, ont des adaptations par rapport à des ramassages ouvriers. Donc c'est Michelin ou Volvic. Et du coup, quand à 4h30 du matin, il y a un ramassage qui passe, évidemment, la commune s'allume. Et puis elle éteint un peu plus tôt le soir. Et quand arrive le week-end, elle décale un petit peu. Elle éteint plus tard et elle rallume plus tard. Tout ça d'une organisation qui est facile à trouver quand on a, en amont de demande, des systèmes super simples qui permettent d'avoir une visibilité à 7 jours sur une semaine. Évidemment, concerter la population, associer les autres acteurs. Ça, c'est quelque chose qui a été assez caractéristique. Les gendarmes et les policiers sont... Il y a eu deux cas, hein. Soit ceux qui étaient totalement constructifs, soit ceux qui étaient complètement inquiets en se disant comment on va faire, comment on va voir les voleurs. Enfin, du coup, il y a eu vraiment un travail à faire systématique avec gendarmes et policiers, avec toute l'objectivité qu'ils peuvent avoir, pour essayer de faire du avant-après, parce qu'évidemment, on a besoin d'avoir ce regard très officiel. Évidemment aussi associé, ça a été le cas notamment à Olna, qui est une commune très sociale. Il y a 40% d'habitat social avec des co-bailleurs, et donc ils ne voulaient pas stigmatiser les résidences sociales. Donc ils ont associé les bailleurs en disant écoutez, nous, on va éteindre la ville, mais si sur les parkings de vos résidences, vous laissez allumer, on a peur qu'il y ait un petit peu une lecture pas agréable de cette situation. Donc voilà, les bailleurs ont joué le jeu, eux aussi, ils ont éteint sur les mêmes horaires leur parking. Et puis ce qui ressort évidemment, et ça c'est Maître Telno qui nous l'a dit, et rabâché, c'est qu'il faut prendre un arrêté. C'est-à-dire que l'organisation de l'éclairage public est connue comme étant tout le temps allumée. Si vous modifiez ce fonctionnement de la collectivité, il faut que les usagers soient informés officiellement et que vous ayez un texte sur lequel vous appuyez pour pouvoir affirmer la décision qui a été prise par le maire et si possible à l'unanimité par le conseil municipal avec une délibération. Voilà, donc action homogène, bien réfléchir à ce qu'on veut faire, se donner un temps pour réfléchir, c'est-à-dire qu'il n'est pas inutile de dire, ben voilà, on se voit ce soir, on imagine ça parce qu'il y a tous ces enjeux-là dans notre commune, pendant 6 mois on va essayer ça. Et on se voit dans 6 mois et on fait le point, et ça permet à tout le monde de se dire, ben voilà, on va essayer quelque chose, on s'aperçoit que c'est important, et dans 6 mois, eh ben, vous avez plein de gens finalement qui vont arriver pas forcément avec des critiques, mais très souvent avec des propositions. Ah ben moi j'ai vu que, ah ben moi je pense que, et finalement ça permet d'avoir un partage et une appropriation du sujet. Et puis, évidemment il faut en parler. On a eu un cas malheureux sur le Puy-de-Dôme, mais il fallait que ça arrive pour qu'on puisse s'en apercevoir. Il faut prévoir les conditions de rallumage. Ça a été le cas à Mirefleur, on a eu des pluies diluviennes à l'été 2012 dans le Puy-de-Dôme. Je vous le dis d'autant plus que mon toit a été ravagé, donc c'était vraiment des situations extrêmement à la fois imprévisibles et inattendues et rarement dans le Puy-de-Dôme. Et à Mirefleur, à minuit, quand les gens étaient dans la rue en train de sortir la boue de leur garage, et ben l'éclairage public s'est éteint. Et donc du coup, il a fallu faire intervenir pompiers, le syndicat d'éclairage et se dire la prochaine fois, il faudra qu'on puisse avoir la main. Donc soit un élu qui est autorisé à intervenir sur les armoires de commande, soit des conditions spécifiques qui sont mises en place avec l'entreprise qui entretient pour avoir le numéro qui va bien et la personne qui arrive, soit, et ça c'est dans les villages, notamment à Chabreloche, 1300 habitants, avoir une petite clé. Et quand c'est la foire de la pomme ou la fête le soir sur la place du village, on met en force ce soir-là, comme le chauffe-eau pour l'eau chaude à la maison quand il y a quelqu'un, et le lendemain, automatiquement, ça se remet en fonctionnement habituel. Donc voilà, c'est pas des choses compliquées, il faut juste le prévoir.
je vous livre bien volontiers le cas d'école qu'on a eu à Mirefleurs et qui a permis aux élus de tirer une leçon de tout ça. Voilà, il faut toujours avoir en tête qu'il faut pouvoir régler. Pour des raisons plutôt bonnes, ce serait quand même plus évident. Les volants techniques, je m'arrête juste un moment là-dessus. En fait, on a deux cas. On a soit des communes qui se disent « je vais éteindre, ça me permet d'économiser, quand j'aurai économisé, soit ça me permettra d'éponger ce que j'ai besoin d'avoir comme autre ressource à côté, soit ça me permet de mettre de côté dans mon Madeleine, et puis ensuite de pouvoir travailler sur la requalification de mes lanternes. Parce que tout de suite, je n'ai pas les sous pour les faire, mais quand j'aurai éteint, je pourrai progressivement, on va dire, réinvestir mon parc lumineux. Un seul chiffre, une lampe de 150 watts, elle est facilement substituable aujourd'hui par l'équivalent d'une lampe à 75 watts pour une efficience lumineuse plus importante, donc on voit plus clair, on consomme 2 fois moins. Une lampe de 150 watts qui est éteinte la moitié de la nuit, elle va consommer autant qu'une lampe de 75 watts constamment allumée. Donc l'un et l'autre vont ensemble, dans l'ordre que vous voulez, mais vont ensemble. On ne peut pas se contenter de pratiquer l'extinction, il faut nécessairement miser sur la qualité de l'éclairage et donc travailler à son entretien. C'est comme les bâtiments, hein. Quand on a des systèmes qui consomment de l'énergie, il faut pouvoir les entretenir pour avoir un fonctionnement de qualité. Et puis un autre vice caché. Nos collectivités, comme les vôtres, ont fait des travaux sur leur parc et souvent pour passer à des systèmes performants. Et la puissance souscrite sur la facture d'électricité, c'est toujours la même. Donc on a souvent des lampes qui consomment moins, mais l'abonnement est toujours le même. Donc il faut aussi travailler avec les acteurs qui sont les vôtres pour que quand vous ayez des travaux réalisés sur vos parcs d'éclairage, vous fassiez le lien avec le fournisseur en disant écoutez, c'est plus 4 kVA que j'ai en puissance appelée, mais c'est 2 kVA. Et ça, c'est des petites charges fixes qui font aussi partie du calcul et du bilan global de votre travail sur l'éclairage public. Et puis je vais revenir sur les forfaits, c'est quelque chose aussi d'important chez nous. Alors quelques exemples, je pense que j'en suis là. Voilà. Alors la commune de Châteldon, connue pour ses eaux royales, qui est dans le nord-est de notre département, est une commune qui est une petite commune de 587 habitants et qui, alors c'est pas forcément très net, pratique l'extinction depuis mars 2012, donc ça fait presque 2 ans maintenant. Vous avez 2 lectures. Alors la première n'est pas forcément très lisible, c'est la partie marine au fond. Donc les consommations d'éclairage public n'ont pas forcément beaucoup baissé, elle est passée de 38 MWh à 32 MWh. Et puis vous avez la ligne noire là, qui finalement augmente, alors que la commune éteint. Et ça sur, je crois, 6 heures par nuit depuis 1 an et demi. Et qu'est-ce qui se passe dans cette commune? Les consommations ont baissé, mais pas suffisamment. Ce qui se passe, c'est ça. C'est que quand on regarde armoire par armoire, point de comptage par point de comptage, vous avez, donc toutes les années sont cumulées les unes derrière les autres, vous avez des points de comptage où il ne se passe absolument rien, alors que c'est éteint. Et donc en fait, on a une configuration de coffret qui est particulière, c'est ce qu'on appelle du forfait. C'est qu'en gros, à l'époque où on a planté les mâts d'éclairage, la commune a dit au fournisseur, j'ai 5 lampes de 100 watts, top large, je te mets un abonnement à 1 kg par exemple, et puis plus rien n'a jamais bougé, mais on n'a jamais compté réellement l'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compteur qui tourne, il y a juste un forfait arbitré sur le nombre de lampes qui a été planté derrière le compteur. Et ce qui fait que même si la commune, dans les faits, elle éteint, comme il n'y a pas de compteur qui compte, elle est facturée de la même chose que si elle n'éteignait pas. Donc c'est ce qu'on appelle les forfaits. Je crois que, pour en avoir discuté avec EDF, ils seraient d'accord pour discuter sur le fait de changer en fait le forfait en fonction des heures réellement éclairées de l'éclairage public. Mais du coup, voilà, elle éteint, mais il ne se passe rien pour cette majorité de points de comptage. Pour les plus importants, là, celui du milieu, on voit bien que d'un seul coup, là, le 2012-2013, ça chute. Et puis, elle s'est fait rattraper par la patrouille. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête. C'est que ERDF est un acteur qui sort un petit peu du bois parce qu'on a été obligé de saucissonner l'organisation de l'électricité en France. Et ERDF s'aperçoit, parce qu'il contrôle ce qui passe sur son réseau, qu'il y a 30% de ce qui passe qui n'est pas facturé. Et donc du coup, de plus en plus, ils sont en train de faire le point sur les clients, les armoires, les points de comptage, et de redresser. Donc on a des communes, notamment la commune de Romagna, 8000 habitants, et elle s'est fait redresser sur une armoire. L'armoire a été construite, les points d'éclairage ont été raccordés, tout s'est allumé, c'était magnifique, mais personne n'a fait le lien avec le fournisseur. Bon, l'électricité arrivait, c'est déclaré, il n'y avait pas de problème. Et au final, cette armoire, elle était bien à Romagna, et depuis le temps que ça éclairait, elle n'avait jamais rien payé. Donc elle a payé rétroactivement 4 années, 15 000 €. Pof, terminé.
Donc soit on fait les choses de bonne foi et on dit, oulala, je me suis aperçu que j'avais une armoire qui n'était pas réglée, et du coup on arrive à trouver des solutions amiables. Soit, eh ben, des fois, on se fait rattraper et on découvre qu'on a une armoire qui, depuis des années, alimente des points d'éclairage qui n'ont pas forcément été comptés eh ben, depuis lors. Donc, c'est ce qui est arrivé à Châteldon. Elle a regardé un petit peu son réseau d'éclairage public. Elle s'est aperçue que c'est la commune d'à côté qui payait pour une partie. Remarquez, si vous vous organisez entre vous, ça peut marcher. Et puis, elle s'est aperçue qu'il y avait effectivement des points de comptage qui avaient été des grands oubliés fantômes, mais qui alimentaient quand même les lampes. Parce qu'en éclairage public, ça ne disjoncte pas, hein, il faut bien le savoir ça. Hein. On peut en rajouter 50, des mâts d'éclairage, hein, ça allume. Alors, la commune de Chèvreloche, 1340 habitants. Alors, celle-ci, ça se voit, hein, c'est très intéressant. Donc, elle pratique l'extinction depuis le 1er mai 2013, 6 heures par nuit, avec... elle n'a pas éteint l'axe principal, la grosse départementale qui coupe la ville en deux, elle l'a laissé allumer. Donc en fait, elle éteint seulement 1470 heures sur les 4100 heures environ d'éclairage public sur son patrimoine. Donc voilà, une consommation d'éclairage qui a chuté de 40%. En 2013, on n'avait que 8 mois d'extinction et une économie de 6 000 €. Sur l'année pleine 2014, je pense qu'on sera à 8 000 €, 50% de consommation évacuée, puisque une fois qu'on a éteint, ça ne fonctionne plus. Alors, Chèvreloche est une commune particulière, elle a oublié qu'elle avait un parc à entretenir. Et quand elle s'est posé la question de pratiquer l'extinction, le syndicat a fait une étude et lui a dit vos organes de commande sont pourris, vous ne pourrez rien commander. Et donc elle a mis 140 000 € sur la table. Mais elle devait mettre en conformité ses armoires. Donc la question de la sécurité même de l'électrification de son parc d'éclairage public a été posée et ça a été très important pour elle de remettre à niveau tout ça. Juste une précision, vous voyez peut-être pas ça, c'est la consommation d'énergie. Oui. Tout à fait. En bleu, la réelle, et en rouge, ce que ça aurait été si elle n'avait rien fait. Vous avez un petit chiffre ici sur les autres graphiques à venir. Merci. Alors, juste en illustration en haut à droite, il n'y a rien d'obligatoire à ça. La commune, du moment qu'elle a pris un arrêté, est dans son bon droit. Mais souvent, les communes aiment bien, alors vous savez, c'est tous les panneaux qu'on met à l'entrée de la commune, hein, on a tout un tas d'indications. En fait, c'est pour les personnes qui rentrent dans la commune et qui ne sont pas résidentes. Ça permet d'avoir au moins l'information que cette commune pratique l'extinction milieu de nuit. Prudence. Là, c'est ce type de panneau-là qu'on voit à l'entrée des communes. La commune d'Aulnat, dont je parle depuis tout à l'heure, donc un gros travail sur cette commune qui, depuis 2007 maintenant, investit. Donc pendant pas mal d'années, elle a investi à la rénovation de son parc, de ses armoires, de ses sources lumineuses. Et puis, début 2012, elle est passée à l'extinction au milieu de nuit. Et donc voilà, elle a en gros une extinction qui est pratiquée de 1h à 5h, je crois que c'est 4 heures par nuit, non, 23h à 4h du matin en semaine, donc 5 heures. Et à partir du vendredi soir, de 1h à 5h du matin. Donc elle limite un petit peu l'extinction le week-end. Et en gros, on a une économie de 13 000 € en 2013, sur une facture qui, au lieu d'être à 41 000 €, est à 28 400 €. La commune de Robagnat, dont je vous ai aussi parlé, alors voilà, c'est une commune avec un parc évidemment plus important. Donc la facture aurait dû être en 2013 73 000 € et elle s'est stabilisée à 46 267 €. Alors ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est qu'on finit par avoir une dépense en énergie qui est assez similaire à celle de 2008, à l'époque où la commune n'éteignait pas. Donc on éteint la nuit pour limiter les impacts, limiter son budget de fonctionnement, et finalement on ne fait qu'équilibrer par rapport à la dépense de 2008 au regard de l'augmentation du coût de l'énergie. Voilà, je vous remercie.